on parle du Congo et on commence par ce dossier qui a fait couler de l'encre, mais on ne parlera pas de cette demoiselle qu'il faut laisser aussi se reposer. On va plutôt poser un problème qui nous a été posé dans l'autre sens, et c'est un peu ce qu'on appelle le service à la clientèle, la qualité du service à la clientèle. Quand on va dans une entreprise, le client, dit-on, il est roi, donc il est accueilli avec beaucoup de respect, il est même choyé dans certains endroits. Le client a le dernier mot, parce que sans le client, une entreprise n'existe pas. La question qui s'est posée, c'est qu'après toutes les réactions qui ont condamné l'acte de mademoiselle Ndenge, le calme ou l'autre aspect non dit apparaît, c'est est-ce que deux choses ont été notées, est-ce que cette demoiselle a été bien accueillie quand elle est venue au tribunal, est-ce que le service, quand on va dans les administrations, comment dire ça, ceux qui travaillent dans ces administrations, dans les entreprises publiques, est-ce qu'ils accueillent très bien les administrés, ceux qui viennent, par exemple, quand vous partez à l'état civil demander un acte de naissance, nous tous, on a été confrontés à l'impolitesse, il faut le dire, hein, au mauvais accueil, aux états d'âme des agents du service civil, ou quand on va pour ceux qui vont voyager, se battre pour avoir leur bourse, ils sont traités avec tout le mépris, comme s'ils étaient en train de quémander la bourse. À l'époque, c'était un droit. Quand on va au ministère des Finances, pour ceux qui sont à la retraite, ils sont baladés de service en service, avec un dédain, avec un mauvais, comment dire ça, l'accueil, il est tout simplement, ils sont accueillis de manière désagréable. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas ça qui peut déclencher la réaction d'une jeune fille qui est connue pour être entrepreneur, même si on sait qu'elle a un mauvais caractère, mais elle est venue demander un papier et on lui dit ça ne se fait pas aujourd'hui. Si se dit poliment, je suis sûr que peut-être que cette demoiselle n'allait pas déclencher tout le tollé qui suit après. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait est très bien, c'est condamné, la réaction du père disproportionnée, tout ça nous le disons. Mais la qualité des services publics envers les usagers, est-ce qu'au Congo, ce n'est pas un problème? Deuxième question que l'on pose, tout le monde sait aujourd'hui qu'au Congo, quand vous appelez un parent, un ami, un collègue, la première chose que font les Congolais, apparemment c'est devenu un business qui rapporte le flicage, enregistrer les collègues, enregistrer les amis, enregistrer les conversations pour aller donner à des responsables politiques et se faire payer moyennant, comment dire, des petites pièces de monnaie. Les Congolais ont développé un nouveau sport, c'est enregistrer les gens pour pouvoir les trahir ou bien pour les dénoncer auprès des autorités. Est-ce que quand on est agent public, comme le greffier, on a le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu? Et surtout, le plus grave, si c'est pour le donner à son responsable, pour montrer que la personne a été impolie, vous savez, aujourd'hui, quand vous appelez une administration en France, je vais terminer par là, quand on appelle une administration en France, vous avez le message qui dit « Nous allons enregistrer votre conversation pour des raisons de traitement ». Et souvent, il y a des messages sur les vitrines, quand vous êtes dans l'administration, nous n'acceptons pas que les agents ne soient pas respectés, voilà, sous peine d'être chassés ou bien d'être mis dehors. Bref, est-ce que quelqu'un en fonction, comme le greffier, peut enregistrer quelqu'un sans lui dire, et qui plus grave, le mettre sur les réseaux sociaux, que dit la loi ou que dit les bonnes manières? Ce sont deux questions. Messieurs, c'est vous qui avez le débat. Je commencerai par monsieur Gaïno. Oui. Écoutez, vous avez tout dit sur ce volet-là. C'est-à-dire que d'abord, lorsqu'on est administrateur, lorsqu'on travaille dans une administration de l'État, on reçoit du monde. Et je pense que pour cela, on lui doit du respect, on doit avoir... Il ne vient pas commander, il vient demander un service. Explique aussi clairement que voilà. Nous tous, on a été confrontés à ce problème-là. Moi, je suis allé au Congo tout simplement pour demander, j'avais demandé quoi, je crois que c'était un certificat de nationalité, un certificat, je ne sais plus quoi là. Mais je vous jure que il y a eu un policier qui est même venu, ils ont fait appel à un policier parce que j'ai donné l'argent. On m'a donné 3 jours. 3 jours, je reviens rien. On me dit non, revenez demain. Demain, je suis revenu, le lendemain, je reviens rien. Et quand ils m'ont dit de revenir, ça m'a tellement énervé. Je leur ai dit, écoutez, moi, je voyage, j'ai besoin de ce papier-là. Alors, il y a une dame là-bas qui s'est mise, franchement, mais voilà, tu pars comme ça parce que tu viens de France.
Je dis, mais qu'est-ce que ça vient? Vous êtes complexé ou quoi? Comment vous savez que je viens de France? Et c'est là que 2 hommes qui étaient là se sont levés, et puis après, il y a un monsieur qui a appelé la police. Donc, vous voyez que c'est... Et puis quand le policier est venu, bon, heureusement, ce monsieur-là, on est tombé du chapeau. Il est venu, écoutez, il m'a appelé poliment, monsieur, s'il vous plaît, et je suis venu. Il me dit, que se passe-t-il? Je lui ai expliqué. Et il a dit aux agents, mais calmez-vous, calmez-vous. Et nous sommes sortis. Après, ils m'ont dit, ah, voilà, ça c'est le pays. Donc, tout ça, c'est quand même des choses aussi, c'est vrai. On condamne les excès, les trucs, on va peut-être revenir au moins 5 minutes là-dessus. Mais quand même, nous avons une administration qui n'en vaut pas le coup, le respect de l'autre. On ne vient pas commander, s'il vous plaît. On vient pour demander un service et c'est notre droit. Mais il faut qu'on respecte aussi les autres. Est-ce que le greffier, pour vous, prendre une conversation avec un usager qui n'est pas content, avec un usager qui apparemment est écarté et mis dans un endroit pour se calmer, d'autres disent en garde à vue, d'autres disent c'était juste pour la protéger loin des regards pour qu'elle puisse se calmer et qu'elle puisse parler librement. Mais est-ce que là, le greffier ou la personne qui représente l'autorité de l'État avait le droit d'enregistrer, surtout de mettre ça sur les réseaux sociaux? On peut comprendre le geste, c'est pour se protéger, au cas où les parents outrepassaient auraient la gâchette facile, mais quelque part, est-ce que c'est ça l'administration? Mettre sur les réseaux sociaux ce qui se passe dans une administration qui devrait être restée confidentielle. Un mot, vous l'avez dit, et mes co-débatteurs vont développer. Un mot, on n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu. On n'a pas de droit. Voilà. La loi française permet pour se défendre de faire ça, M. Gaïno, apparemment. Hein. En France, la loi, depuis, je crois, décembre, il est maintenant possible d'enregistrer pour se défendre. Mais dans le cas où on a agressé... Pardon? Tu ne peux pas. Si tu enregistres quelqu'un à son insu, il peut te poursuivre s'il le sait. Il te poursuit. C'est interdit. D'accord. On doit avertir. C'est pour ça que quand vous appelez, on vous avertit. Même nous, je prends un petit exemple et puis je termine là. Pendant le conseil municipal, il y avait un collègue qui enregistrait parfois certaines questions. Mais comme il ne l'avait pas dit quand nous l'avons su, on a dit, écoute, il faut que tu arrêtes parce qu'on peut te déposer une plainte. Il n'a pas droit, même quand c'est publié, même dans un groupe, il faut que tu informes pendant la réunion, il faut informer les autres que je vais enregistrer. Si tu n'informes pas, c'est une faute grave. D'accord. Mais je crois... Oui. Je voulais dire ceci. Là, nous avons 2 problèmes à traiter. Le problème de la réception des clients ou des agents de l'administration. Parce que ils sont payés pour ça. Les fonctionnaires sont au service des populations. Ils sont payés pour ça. Donc, la population doit être reçue dans de bonnes conditions, expliquer le pourquoi du comment. Mais au Congo déjà, c'est un pays pratiquement policier. Il se comporte comme les anciens pays de l'Union soviétique, avec des enregistrements, avec des comportements indécents. Les gens déjà viennent au travail en retard. Le travail qui commence à 7h ou 8h, les gens arrivent à 10h. Et rien que par ça, le fonctionnement de l'État n'est pas bien fait. Si bien que quand vous arrivez, les gens sont surchauffés. À l'heure là, ils vous disent, attendez, c'est comme si vous venez commander un service, alors que vous êtes dans vos droits. Et tout ça, ça montre l'état de délinquance du système administratif congolais, qui vraiment nous les dénonçait tout le temps. Et tous les Congolais savent que l'administration congolaise ne fonctionne pas. Dès que tu arrives, il faut le pourboire. Il faut connaître quelqu'un. Il faut être ami avec. Donc, c'est des choses, en principe, qui sont immorales dans une administration, dans un pays. Mais ceux qui n'ont pas de parents, ceux qui n'ont pas de parapluies, comme on les appelle, ils feront comment? Mais ça, même Sarah Ndenge, elle pouvait... peut-être, il y a eu aussi ce phénomène-là. Mais je ne crois pas. Sarah Ndenge, son père, c'est un général, le chef de la police. Je crois que elle, c'est plus son arrogance qui l'a condamnée et non la réception par le greffier. Je pense que elle, un peu l'arrogance et puis le nom d'Engue, puisqu'elle a même présenté sa carte d'identité pour que le greffier puisse se rendre compte à quelle personne il avait affaire.
Donc, son cas ne peut pas être comparé avec un Congolais lambda. Elle, c'est une autre chose, mais je crois que elle a eu de l'orgueil, puisqu'elle n'est pas à son premier coup. Elle est toujours, c'est une femme très, je sais pas, bon, qui n'a pas une vraiment éducation de la fille d'un général. Elle devrait être exemplaire, mais en dehors de ça, elle vient avec un mari. Je n'accuse pas que son mari soit étranger, parce que les Congolais ou les Congolaises ont des femmes étrangères. Mais comment quelqu'un qui peut menacer un greffier? Je voudrais vous rappeler que M. Pereira est un Congolais. Oui, mais bon, c'est un Congolais. Même ici, on nous dit de quelle origine? Ici, moi, je suis français. Il est Congolais. De quelle origine? Il est Congolais. On me dit, il est Congolais, mais non seulement qu'il soit Congolais, il s'est comporté, non seulement parce que c'est le beau-fils du général Ndengue, mais c'est parce qu'il est aussi blanc. Ça, n'oublions pas, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Il avait 2 titres, 2 casquettes. Il est Congolais blanc, et puis c'est le gendre du patron de la police. Donc à ce titre, il croit qu'il est au-dessus des lois. Surtout qu'il connaît bien comment fonctionne le Congo. Il sait que c'est un pays qui n'a pas de règles. Il sait, au Portugal, il pouvait pas le faire. C'est aussi un Portugais, non? Il pouvait pas le faire. Il pouvait pas menacer un greffier portugais de la façon qu'il a menacé le greffier congolais, qui est son compatriote. D'accord. On a parlé de ça, mais ce que je voudrais, moi, c'était surtout insister sur l'accueil, la qualité du service, la qualité de l'accueil. Et surtout, est-ce que l'huissier ou l'agent de l'État, en fonction, en dehors des policiers, bien sûr, même des juges, quand ils sont en train de mener une enquête, peuvent l'enregistrer. Mais il le notifie. Là, on a quelqu'un qui enregistre parce qu'il sait que le système fonctionne de sorte qu'il y a une anarchie, j'enregistre, mais surtout, ce n'est pas pour présenter à sa hiérarchie, mais c'est pour que ça se retrouve dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est pas répréhensible? C'est illégal, complètement illégal. On ne peut pas enregistrer quelqu'un à son insu, mais ça, c'est le flicage. C'est à quel sein, c'est à quel but? Donc ça, c'est illégal complètement. C'est pas un débat d'enregistrer les deux. Non, on peut pas. Est-ce que le greffier lui-même, si on l'enregistrait, qu'est-ce qu'il devrait penser? Il ne peut pas accepter. C'est pas normal. C'est que vous suspectez la personne, ça a un but peut-être de détruire la personne. Non, mais il peut le dire. Il peut dire, je vais t'enregistrer. Il dit, je peux t'enregistrer, c'est son droit de dire ça. Non, on dit même pas, je vais t'enregistrer. On va enregistrer notre conversation. Parce que je vais t'enregistrer. Non, on enregistre la conversation. Tu parles, je parle. Oui, j'enregistre la conversation, oui. Et tu m'informes de l'enregistrement. Mais le faire à mon insu, c'est pas correct, c'est illégal. C'est illégitime, c'est complètement injuste. D'accord. Monsieur Dian, on ne vous a pas entendu. Là, on parle de l'accueil. C'est pareil, hein, c'est valable dans les hôpitaux. Vous avez des malades qui se tordent de douleur et qui arrivent dans un état tel que, mais ils se font ramasser. On a vu des mamans qui étaient enceintes et la sage-femme lui demande de se taire, d'arrêter de parler. Est-ce que la qualité, on parle de formation au Congo, est-ce que on va aussi former les fonctionnaires à apprendre les bonnes manières quand il s'agit d'accueillir les usagers? Écoutez, monsieur Caius, il faut savoir que le problème de l'accueil de la clientèle, le client, on dit en économie, est roi. Au niveau de la fonction publique et de l'administration, le client, c'est quand même le souverain primaire. Donc le client doit être traité avec beaucoup d'égards puisque c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Tu n'es pas chef tu n'es pas directeur, tu n'es pas chef de service, sans qu'il y ait en face de toi des collaborateurs, sans qu'il y ait en face de toi des clients qui viennent solliciter voilà. Donc c'est un problème, comment on appelle ça en droit, sempiternel. Dans toutes les administrations du monde entier, il n'y a pas que le Congo. Le Congo, c'était beaucoup plus grave. Dans tous les problèmes, dans toutes les administrations du monde entier, depuis les pays développés, sous-développés et émergents, il se pose toujours ce problème-là. La réception de la clientèle est toujours mise en cause. Et regardez, là, hier, je suivais ici, il y a une femme qui traduit l'État français en justice, notamment l'hôpital public, parce que sa mère est restée elle est morte au triage, elle est morte
aux urgences. On a dit non, non, c'est pas grave, vous restez là dans le hall, on l'a mis sur un lit, là, tout et tout, et elle est restée là 6 heures de temps. Après, un coup-fi, elle est morte. Et là, la dame est en train de porter. C'est pour dire que le problème de l'accueil est un problème délicat. Ça fait partie de ce qu'on appelle les antivaleurs. Donc, il faut éduquer. Faire comprendre aux gens que vous êtes ce que vous êtes par rapport à la clientèle. Donc, il faut éduquer toujours. Et mes deux copanélistes l'ont déjà dit, hein, c'est illégal d'enregistrer quelqu'un sans son point de vue. En France, tu l'as dit, M. Caius, on vous dit d'avance, hein, cette conversation est susceptible d'être enregistrée afin d'améliorer la qualité de notre service. Tu le sais d'avance qu'on va t'enregistrer. On vous dit, vous êtes libre d'accepter ou de refuser qu'on vous enregistre. Et vous dites, vous êtes libre de... Si vous acceptez, tapez 1. Si vous acceptez, tapez 2. Bref. Donc, c'est illégal. Pour que ce soit légal, il faut qu'on vous avertisse. Et il faut que vous puissiez donner votre point de vue. Maintenant, pour quelles raisons ce magistrat ou ce greffier a enregistré la femme tout et tout, j'en sais absolument rien. Mais sinon, c'est condamnable. Par ailleurs, Monsieur Chastel Memela l'a dit, je me répète là-dessus, en ce qui concerne le cas en l'espèce, c'est pas qu'elle a été mal reçue, c'est pas non. Il n'y a aucune administration où tu viens, quelle que soit ta personne, on va te signer le papier le même jour. Mais non, nous habitons en France où l'administration est d'une rapidité très élevée. Et on peut te dire de revenir demain ou après-demain. Mais attendez, est-ce que c'est un problème ça si on te dit de revenir demain ou après-demain? C'est pas un problème. Et puis, regardez un peu les propos tenus par son mari. Il a beau être congolais, ok. Mais les propos qu'il tient là, est-ce que c'est les propos vraiment qu'on peut tenir dans une conversation normale vis-à-vis d'une administration? Non, c'est des choses à condamner. Mais, entre-temps, la clientèle, le peuple, la population, les citoyens doivent aussi faire un effort pour comprendre ceux qui travaillent. Les travailleurs aussi doivent faire un effort pour comprendre les usagers, pour comprendre les clients. Ce sont des efforts qui doivent être faits de façon réciproque. Voilà. Monsieur Ndja, comme je vous ai, on va terminer par cette question. Est-ce que, quand on est, vous tous, vous qui venez encore récemment, vous venez du Congo, est-ce que, comme l'a dit M. Miambalat, quand on regarde M. Pereira, on se dit, lui, il est beaucoup plus étranger. Est-ce que, au Congo, ailleurs, en Afrique, pendant longtemps, ce n'est pas ça aussi qui a dominé? On respecte plus l'étranger que l'autochtone. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a des autochtones qui pètent les plans. Moi, j'ai déjà assisté à une scène, personnellement, où je suis allé au Congo. Je devais retirer un colis à l'aéroport, à la douane, et nous avions tout le monde faisait la queue, on était alignés, chacun son tour, et puis il y a un étranger, il y a quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui n'a pas du tout fait la queue, qui a garé sa voiture, c'était pas un chef, c'était quelqu'un qui était comme tout le monde, un commerçant. Moi aussi, j'étais commerçant. Il est arrivé, il est passé devant tout le monde, hop, il est allé parler à la douane pour qu'on lui sorte son colis. Je lui ai fait la remarque. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, mais il y a une queue là. Vous ne pouvez pas dépasser les autres. Comme ça, il m'a regardé étrangement, il a trouvé bizarre. Et la réaction des Congolais, non pas du service, mais des Congolais qui étaient dans la queue, ils me disaient, il faut se taire, il faut se taire. Il est, mon paillassi. Donc il est étranger, il a plus de droits que nous. Vous imaginez bien, plus de droits que nous. Cette culture-là vient d'où? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas ça aussi? C'est une mauvaise culture. C'est une mauvaise culture qu'il faut condamner. Moi, je voyage beaucoup. Vous avez vu prendre l'exemple d'un pays comme le Canada. Le Canada, M. Caius. Mon regard sonne, hein. Tu seras honteux. Le Canada, tu dois faire la queue pour monter au bus. Le bus, hein. Au Royaume-Uni aussi. La station du bus. Au Royaume-Uni aussi. Bon, donc, tu auras honte. Tu peux même pas passer devant. Tu peux même pas. Parce que c'est un problème d'éducation de base. C'est un problème de culture. Nous, c'est la même chose. Et les étrangers qui sont chez nous, on profite. Puisqu'on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Eh bien, le gars, quand il vient, un petit service qui était gratuit, il donne 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs en plus. Eh bien, l'agent administratif ne le considérera plus au même pied d'égalité que les autochtones. Il dit, celui-là, quand il le reçoit avant là, il a fait un dépôt, il vient à la banque,
fait un dépôt de 1 million ou de combien là, ben, il va te laisser un petit 5 000, un petit 10 000. Donc je le prends avant que les autres. Non, il n'a pas à faire ça. Tout client doit être traité sur le même piédestal, avec la même main, voilà. Maintenant, les étrangers, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ils le savent, ils en profitent. Ils en profitent. Il a un problème, il appelle un général. Il a un problème, il appelle un colonel. Il a un problème, il a... Voilà. 2, je vais terminer là-dessus, c'est aussi un problème de l'application de la loi. Le droit est là pour réglementer la vie en société. La loi est là pour réglementer l'organisation sociale d'un pays. Si on respecte la loi, ces choses-là ne vont pas arriver. Mais si on ne respecte pas la loi, ben, ça va arriver. C'est tout. C'est aussi simple que ça. La loi, si on la respecte, la société sera bien structurée, bien organisée. Il n'y aura pas, voilà, ces anti-valeurs-là. Mais si on ne respecte pas la loi, ben c'est normal. Le gars, le premier, au lieu d'être servi, c'est quelqu'un qui vient en 10e position, en 50e position, qui sera servi. Parce que Azan Anzala, tout, il va laisser un petit billet, un petit truc. Voilà. On ne respecte pas. Voilà. Maintenant, pour terminer là, je vais en 1 minute juste, pour terminer, pour dire ceci. Non seulement enregistrer quelqu'un, c'est illégal, mais si on commence d'abord par condamner ceux qui l'ont fait, ceux qui le font là, ceux qui enregistrent les gens là. Il y a beaucoup de cas sur le plan politique, beaucoup de cas sur le plan économique, beaucoup de cas sur le plan social. Hein. Des gens qui enregistrent les autres et ils utilisent ça pour faire des fiches, pour aller vendre aux hommes politiques, pour aller vendre aux acteurs de... Voilà. Et du chant même. Voilà. Et mais est-ce que ça veut dire que les hommes politiques sont frileux, sont friands des ragots des Congolais? Mais on peut le dire sans crainte, hein, Monsieur Caius. On peut le dire sans crainte. Est-ce que tu as déjà vu un homme politique qui a refusé une fiche qu'on lui donne? Des ragots qu'on lui raconte. Mais seulement, heureusement, maintenant, aujourd'hui, les hommes politiques ont la décence de demander plusieurs fiches, de faire des enquêtes supplémentaires. C'est parce que tu m'as dit que X a dit ceci sur toi, Y a dit ceci sur toi. Tout de suite, je prends ça pour monnaie sonnante et trébuchante, pour la vérité biblique. Non. On fait des enquêtes pour savoir. Sinon, mais tu peux être ennemi avec tout le monde. Mais tu auras des problèmes avec tout le monde. Ah, X a dit ceci sur toi, Y a dit ceci sur toi, X a dit ceci sur toi, et tu crois à ça. Tu vas être le frein de toi-même. Donc, heureusement que les gens font des enquêtes supplémentaires. Sinon, mais les gens, ça est devenu un business au Congo, faire le fiche sur des gens. Tu racontes des conneries. Si le gars est faible d'esprit, il va croire à ça. Heureusement, les gens ne sont plus faibles d'esprit. Merci. Monsieur Miambalad, le sport national qui consiste à enregistrer les gens, on connaît les fiches pour détruire la vie des autres, c'est un sport national. Ceux qui payent, c'est les hommes politiques, ce sont les gens qui veulent passer sur la tête des autres. Mais en même temps, le Congolais lui-même, il accepte ça pour vivre, on est prêt à trahir les autres. Mais le respect, comme je le dis, hein, dans le code du travail, la déontologie, on ne l'explique pas aux gens. Enregistrer les gens dans le but de nuire à leur vie, quelque part, non pas seulement c'est illégal, mais c'est aussi criminel. Et ça, la formation, elle est donnée, pas donnée? Comment on arrive à enrayer ça? Mais vous pensez, mais pour enrayer ça, c'est simple. Vous pensez qu'un pays, là où les gens ne sont pas éduqués, ça ne peut pas marcher parce que la maîtrise de l'éducation est la base de toute civilisation, même chez les animaux, parce que les animaux s'éduquent aussi. Chaque espèce a une éducation. Mais dès lors que vous maîtrisez plus l'éducation des jeunes, l'éducation de la population, ben voilà, les déboires sont là, parce que un peuple qui n'est pas éduqué ne comprend rien. Et à un moment, leurs droits, ils confondent même les droits aux intérêts, ou bien le droit, c'est... Aux obligations. Les obligations, vous demandez donc, vous ignorez tout par manque d'éducation. Le centre de gravité de tout un peuple, c'est son éducation. C'est des choses, dans d'autres pays, les pays éduqués ne comprennent pas ça, parce que si on explique ce qui se passe en Afrique, notamment au Congo, dans les administrations, il faut donner le pourboire. Mais ici, en France, pour aller prendre un passeport même à la mairie, tu n'as pas besoin de ça, c'est ton droit. Mais à un moment, tu vas quémander quelque chose. C'est comme si tes impôts que tu payes, ils ignorent même que ce sont les populations qui payent les fonctionnaires là par leur contribution. Mais c'est grave. Donc, pour conclure, c'est l'éducation.
Quand l'éducation est faible, le peuple est faible. Raison pour laquelle même les états généraux de l'éducation organisés récemment, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais sinon, la base, c'est l'éducation. Si vous ne maîtrisez pas votre éducation, la civilisation court un grand danger. Et c'est le problème de beaucoup d'États africains. C'est toujours l'éducation. Mais si tout le monde est éduqué, les choses vont bien. La loi, on respecte la loi, on ne modifie pas les constitutions, tous azimuts, on ne tue pas les gens, on ne dit pas au Congo, on a l'habitude de dire tu sais qui je suis, mais en France ou en Angleterre, quand vous accrochez à quelqu'un ou bien des différents, mais vous verrez jamais un Anglais, un Français, un Américain vous poser cette question. Vous savez à qui vous avez affaire, vous savez qui je suis, mais tout ça c'est par manque d'éducation. Je voulais intervenir là-dessus parce que vous avez évoqué beaucoup de choses. Mais tout ce que vous dites là, c'est bien vrai, mais sauf que nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Quand j'entendais Sarah ou la fille de Ndengela crier qu'ils sont dans un pays démocratique, elle se trompe largement. Parce que dans un pays démocratique, la première chose, c'est le respect des lois. Or, quand on voit ce qui circule dans les réseaux sociaux, on a mis la carte d'identité de M. Ndengue. Il est né en 52. Si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que, monsieur, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ça lui fait combien d'années? Alors, la loi... On va dire qu'il saurait. On va mettre ça au conditionnel. Comment? On va le mettre au conditionnel. Il saurait. On n'a pas de preuve. On ne sait pas. C'est bien mis. Bon, il est né en 52. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est déjà... Qui est retraité depuis très longtemps. Ça, tout le monde le sait. On n'a pas besoin de mettre au conditionnel. Mais il n'est pas le seul, malheureusement. Mais quel est ce pays où la loi est votée, on fixe la date de départ en retraite. C'est une loi. C'est une loi. Alors, vous avez des gens qui ont atteint l'âge de la retraite, mais qui continuent à travailler comme fonctionnaires. Mais je ne comprends rien. J'aimerais que mes co-débatteurs m'expliquent comment on peut prendre, quel est ce texte qui est au-dessus de la loi qui a été votée par l'Assemblée, qui détermine l'âge de départ à la retraite. Ce que je sais, c'est que les hommes politiques, c'est une exception. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des fonctionnaires de quelque part, ce sont des élus qui ne perçoivent que des indemnités. Ils n'ont pas de salaire. Mais or, chez nous, les militaires font partie de la fonction publique, donc ils appartiennent à un service régalien, donc ce sont des fonctionnaires. Vous parlez des politiques, monsieur Gaïno. Les politiques, pas des militaires. Les politiques. Non, j'ai dit que les militaires ils appartiennent à la fonction publique et régalienne. C'est un service régalien, l'armée et la police. Oui. Donc, comment voulez-vous que ces gens-là puissent rester en exercice en étant fonctionnaires alors qu'il y a une loi qui limite l'âge de départ à la retraite? Je veux m'expliquer. L'homme politique, c'est différent. L'homme politique n'est pas un fonctionnaire. Il est élu pour un temps donné. Et il ne perçoit que des indemnités de fonction. Il n'a pas un salaire. Or, là, dans le cas précis, ils ont des salaires, ce sont des fonctionnaires de l'État. Donc, ils sont soumis à la loi qui a été votée, qui fixe l'âge de départ à la retraite. Dites-moi, est-ce qu'on a pris un texte, est-ce que c'est l'Assemblée qui a voté un texte qui dit « M. Ndengue, pour ses compétences, ne peut pas aller à la retraite » Ou alors, c'est tout simplement parce que quand les gens crient, je veux bien que les gens disent qu'on est dans un pays démocratique. Mais un pays démocratique, c'est quoi? C'est un pays qui respecte d'abord les lois parce que ce sont les lois votées par l'Assemblée pour le peuple. Mais alors, dites-moi, ce Ndengue qui est toujours commandant de Magin, ils sont nombreux là-bas. Alors, par quel texte reste-t-il encore dans la fonction publique? C'est une question qu'on devra poser une question qu'on posera à ceux qui voudraient bien répondre. Je ne pense pas que nous ici nous pouvons répondre, mais je sais aussi, M. Gaïno, vous êtes bien placé pour le savoir, que la plupart des militaires français, même les ambassadeurs français qui vont à la retraite, retrouvent
des postes à l'étranger, de consultants sur les chaînes publiques, et retrouvent même des postes de conseillers auprès des chefs d'État africains, comme on dit, pistonnés par la France. Non, un conseiller, monsieur Kayus, il ne faut pas confondre. Un conseiller, c'est quelqu'un que tu prends qui est payé par des indemnités de fonction, ce n'est pas un fonctionnaire. Là, nous sommes dans le cadre de la fonction publique. C'est très différent. Moi, je peux avoir un conseiller. Si je suis, par exemple, ministre, je prends un conseiller, mais le jour où je suis... Même un retraité, alors vous pouvez prendre aussi un retraité conseiller? Mais non, mais là, M. Ndengue n'est pas conseiller, monsieur. Non, non, j'ai donné un exemple. J'ai dit que même en France, mais non, c'est exemple ne cadre pas parce que M. Ndengue est le directeur général de la police. Donc, il n'est pas, ce n'est ni un conseiller, ni qui que ce soit, c'est quelqu'un qui est marge à la fonction publique. Quand il est régi par la loi de la fonction publique. Par la loi de la fonction publique. Donc, on ne peut pas être, quand on est directeur, à cet âge-là, ça veut dire qu'on ne respecte pas la loi. Alors, la question que vous posez et que tout le monde va chercher à comprendre et que tout le monde se pose, M. Ndengue ou d'autres, il n'y a pas que lui, on ne va pas focaliser sur lui. Hein. Tous ceux qui ont dépassé l'âge de la retraite, pourquoi restent-ils en poste? Pourquoi sont toujours-ils des fonctionnaires? Monsieur Patrick Ndion, je vais terminer sur M. Ndion, je vais terminer. Monsieur Ndion, je crois que vous nous aviez tous fourni, c'est pas pour défendre, hein, c'est pour comprendre ce que dit M. Gaïno, vous aviez fourni un texte de loi congolais qui définissait les catégories des gens qui allaient à la retraite. Si ma mémoire est bonne, on arrivait jusqu'à 70 ans, et au-delà, on avait hors catégorie, ceux qui n'allaient pas à la retraite. Écoutez, Monsieur Kayus, oui. Je pense que ça serait mieux que ce débat, nous puissions avoir un sujet vraiment là-dessus, une autre fois. Ce qui est vrai, c'est que il y a des spécificités dans l'organisation administrative de chaque pays. Et moi, ce que j'ai compris, je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. Ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau de l'administration congolaise, il y a beaucoup de spécificités. Ce qui fait que, comme le dit M. Gaïno tout à l'heure, comment se fait-il que quelqu'un qui a atteint déjà 65 ans, 70 ans, qui est l'âge maximum Oui, mais je dis l'âge maximum de départ à la retraite, selon la nouvelle réforme de l'administration qui a été faite par Firmin Ayessa, c'est 70 ans. Oui, 70. Le maximum. C'est 70 ans, alors que lui, il atteint 72, comme tu dis. Bon. Donc, il y a des spécificités à notre administration qui font que, d'après ce que je sais, apparemment, bon, il n'est pas le seul, hein, comme vous le savez, il y a, je pense c'est par décret présidentiel apparemment. C'est par décret présidentiel que il y a eu, on a relevé leur date de départ à la retraite à 2 ans. On a prolongé. Mais comme dit M. Gaïno, Monsieur Gaïno, je le sais. Tu ne m'apprends rien. Je sais que la loi est au-dessus d'un décret. Je le sais très bien. La loi émane quand même du Parlement, la représentation nationale, les députés et les sénateurs, ça je le sais. Mais je dis qu'il y a des spécificités dans notre administration comme dans toutes les autres administrations. Apparemment, je ne suis pas sûr, apparemment, tous ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans, là, qui sont encore en fonction, dans la fonction publique, apparemment, ce n'est pas un décret présidentiel. D'accord. Ce que dit M. Gaïno, monsieur. Ce que dit M. Gaïno. C'est des dérogations. D'accord. C'est des dérogations. Ok, mais ce que dit M. Gaïno. D'accord. Ce que dit M. Gaïno, cette spécificité est hors la loi. Elle est typiquement hors la loi parce qu'elle n'est pas votée quelque part. Elle est par décret présidentiel. Il n'y a pas une loi qui dit que le président peut prendre à foison ou à volonté des exceptions pour maintenir des gens en poste. Mais cette année et l'année, on en parlera. D'accord. On en parlera. Excusez-moi, je vais terminer. Oui, c'est une dérogation. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. Et le débat, il est centré. On en parlera aussi. L'année de la jeunesse, il y a des postes qui sont occupés par des gens qui devraient être laissés à des jeunes qui ont moins de 70 ans. On pense que le commissaire central pouvait prendre sa retraite. Bon, mais c'est pas le cas. Alors, on en parlera une autre fois. Comme vous dites, il y a beaucoup de postes cumulés par des gens qui ont dépassé les 70 ans, même les 65 ans, et qui occupent toujours les postes. Le Congo est un pays où, comme on dit, il y a beaucoup d'arbres qui cachent la forêt. Merci beaucoup pour votre... Ne dites pas que c'est un pays démocratique. C'est un pays... une dictature. C'est un pays. Merci beaucoup, M. Gaïno, pour le point que vous avez soulevé. Ça fera l'objet d'un... On doit le respecter.
ça fera l'objet d'un débat sur les retraités qui sont toujours en poste, avec des jeunes qui ont promis qu'en avril, s'ils n'ont pas de réponses concrètes, ils seront dans la rue. Brazzaville, aujourd'hui, vit sous un rythme nouveau, et comme on le dit, y a-t-il un pilote à bord ou bien y a-t-il un commandeur de bord? On le saura. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour débattre d'autres sujets. Comme je l'ai dit, je l'ai promis, on n'a pas pu faire le sujet de la France, on n'a pas pu faire le sujet du lycée français, parce qu'on a besoin d'éléments encore plus précis. Ces éléments, nous les aurons. Donc nous laissons aux gens qui nous les fournissent jusqu'à jeudi prochain pour que ces éléments se complètent, et on débattra du lycée français, forcément, d'ici peu, comme on débattra des autres sujets. Je vous remercie pour votre disponibilité et désolé de vous avoir retenu aussi tard, mais en tout cas les Congolais devront apprécier que vous faites tout pour pouvoir, non pas seulement les Congolais, mais les francophones qui nous comprennent, quel que soit l'endroit, nous sommes tous attachés à l'Afrique, attachés aux pays qui nous ont accueillis en Europe où nous sommes. Nous voulons apporter notre savoir au pays d'origine où nous étions, où nous avons grandi, d'où nous venons. Nos dirigeants ne nous tendent pas la main. On espère qu'un jour, quelqu'un saura que la diaspora est très importante et qu'elle a aussi, elle a pas seulement aussi, mais elle a un savoir qui est enrichissant pour les pays d'origine. Je vous remercie, M. Miambalat, M. Gaïlo et M. Ndian. Passez un très bon week-end, une très bonne soirée. À vendredi prochain. Merci, bonsoir. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir.